Bonjour et bienvenue sur 9e art. Merci de nous accueillir aujourd'hui. On est avec Mathieu Bodhomme qui nous reçoit dans son atelier ici à Paris. Donc merci pour tout déjà. C'est quand même très beau, il faut le noter. Donc comme on en discutait un peu plus tôt, tu reviens toi d'une petite excursion un peu partout dans la France. Est-ce que tu peux revenir avec nous dessus, nous expliquer ce que tu as fait, rencontrer les gens, le feeling qu'ils ont eu justement avec l'album, ce genre de choses? Oui, je suis parti quelques jours groupés. Là, j'étais à Nancy, puis à Nantes, puis au Mans, où j'ai pu voir un peu les libraires qui soutiennent un peu mon bouquin, et puis rencontrer un peu les lecteurs. Et c'est vrai qu'autour de Lucky Luke, j'ai senti un fort engouement, et j'étais hyper content, parce que pour moi, c'était un peu un défi, d'abord de faire le bouquin, mais aussi la grande question, c'était comment allaient réagir les gens, puisque du fait d'interpréter un personnage aussi emblématique de la bande dessinée, je savais que j'allais avoir affaire à des pas contents. Et heureusement, je les ai pas vus, et ils sont visiblement assez minoritaires, parce que l'accueil est très bon, et j'ai fait des rencontres super, quoi. Et j'ai vu des gamins qui m'ont donné des dessins, j'ai rencontré des libraires que je connaissais pas et avec qui j'ai eu un super feeling. Et puis hier au Mans, j'ai eu la joie de participer à un gros projet événementiel avec Samuel Chauveau de la librairie Bulle, qui m'a fait dessiner des paquets, des montagnes de livres. Donc on était sur le marché des Jacobins au Mans, en plein soleil, et c'était génial, il y avait plein de monde, et j'ai pu faire plein de dédicaces. Il y avait des cow-boys qui étaient là pour faire des démonstrations de l'assaut, il y avait une diligence, et il y avait une atmosphère super sympa, familiale et détendue, c'était hyper cool. Un bon week-end, donc on s'est bien chargé comme il faut. Carrément. On s'était rencontrés à Angoulême, on avait parlé justement de l'élaboration du projet, de son histoire un peu avant, juste avant que l'album ne sorte. Donc on n'avait pas pu aborder justement le thème de l'album et son histoire. Aujourd'hui, tu peux y aller, c'est sorti, donc on peut justement raconter les passages un peu spoilers entre guillemets de l'album. On raconte pas trop la fin, mais pas trop la fin non plus, mais on peut se donner quelques libertés. Donc comment toi tu as abordé justement ce projet, comment dire, au moment où tu l'as récupéré, puisque tu avais déjà travaillé avec Lewis Trondheim sur Texas Cowboy. Est-ce que ça a influencé cette collaboration sur ta manière d'écrire ou de dessiner, ne serait-ce que des cadrages? Tu es fan de western, tu me l'avais dit déjà en amont. Mais, alors Texas Cowboy et Lucky Luke, ils sont un petit peu liés de toute manière, par le genre c'est vrai, mais aussi par l'ordre dans lequel ils sont arrivés. Je pense que j'aurais pas pu faire Lucky Luke si j'avais pas fait Texas Cowboy auparavant. Ce qui s'est passé avec le western, c'est que c'est un genre que j'avais complètement mis de côté au début de ma carrière, parce que je voulais pas arriver derrière Giraud, Rossi, Herman et Derrib en étant immature et mal formé. Donc en changeant de genre et d'univers, j'ai pu faire mes armes comme ça pendant un temps, mais j'avais toujours envie de revenir au western, et il a fallu ma rencontre avec Lewis Trondheim pour que ça se fasse vraiment. Ce qui m'a été, ce que j'ai trouvé très bien avec Lewis, c'est que lui, quand il est arrivé dans ce genre, pour l'avoir assez peu pratiqué, mais il était complètement décomplexé, il a pris ça comme une nouvelle ère de jeu, comme il a l'habitude de faire, mais et moi ça m'a fait un bien fou, parce que ce genre qui m'impressionnait finalement, il m'autorisait à jouer avec, et donc j'ai joué sérieusement avec lui, et je me suis vraiment éclaté. Et ça m'a donné confiance en moi, parce que j'ai vu que retrouvant un peu mes repères, retrouvant un peu mes envies avec le western, et arrivant à aller jusqu'au bout des planches et des histoires, je me suis dit qu'alors je voulais continuer à faire du western à fond, quoi. Et avec ça en main, j'ai pu proposer à Dargaud de faire un Lucky Luke, et eux ont peut-être réussi à ce moment-là à me faire confiance, puisque j'avais quelques pages de western à mon actif, quoi. Forcément ça aide. Tu me le disais également en janvier, tu es un héritier et un passionné de Lucky Luke. Comme très peu de gens peuvent l'être. C'est un personnage que tu as imprégné en fait dans ton univers, j'imagine. Tu as dû le dessiner des dizaines et des centaines de fois avant, même des milliers, j'imagine, avant que ce projet n'existe. Est-ce que tu avais déjà une approche graphique en tête avant justement que ça devienne officiel?
Alors, ce qui m'a imprégné dans Lucky Luke, mais c'est marrant que tu dis ça, mais en fait, je l'ai pas tellement dessiné, Lucky Luke. Je l'ai dessiné vraiment quand j'étais tout petit. C'était le personnage avec lequel j'ai appris à dessiner. Mais à partir du moment où j'étais dans le dessin, je me suis plus réamusé à recopier des Lucky Luke. En fait, Lucky Luke fait partie c'est un des grands piliers de ma culture BD, puisque j'ai vraiment grandi avec ça. J'ai vraiment appris à lire avec ça, appris à dessiner avec ça. Mais en même temps, je découvrais Lucky Luke, je découvrais aussi d'autres héros, d'autres séries. Et c'était souvent du franco-belge. Hein. J'avais aussi Gaston, Astérix, les albums de Peyo, les albums de Tilleux qui étaient là. Et puis avec le genre, avec Lucky Luke et le western, j'ai été aussi en continuant le genre. J'avais Yakari aussi, puis du coup j'ai découvert Buddy Langway, et puis je suis resté comme ça dans la BD de western, et j'ai recopié beaucoup de Lucky Luke au début, mais j'ai aussi recopié du Derrib, j'ai aussi recopié du Gottlieb, j'ai aussi recopié voilà, plein d'auteurs. Ce qui était bien avec Lucky Luke, c'est que quand j'étais tout petit, il était facile à recopier de profil, et je pouvais pâter les copains en faisant le chapeau, le profil avec la clope comme ça et la mèche, et c'était saisissant parce que comme il est tellement schématique ce personnage, pour un gamin à redessiner, c'est super amusant. Et alors, pour le coup, ce dessin hein, que j'ai fait quand j'étais tout petit, que j'étais en primaire, et que j'avais pas refait depuis, quand il a fallu inventer le personnage de Lucky Luke, il était quelque part dans ma tête, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas rouvert un Lucky Luke pour dessiner mon Lucky Luke. J'ai vraiment, au contraire, fait le chemin inverse. J'ai pris un personnage que j'avais inventé, Esteban, et je me suis amusé à le déformer vers Lucky Luke. Donc je suis vraiment parti de mon dessin, c'est-à-dire Esteban pour moi c'est donc ma série où je suis tout seul, hein, ma série principale en ce moment, et j'ai remarqué depuis quelques années qu'il emprunte quelques traits à Lucky Luke quand même. Il a une façon d'être voilà, schématisé de la même façon, il a un nez busqué, il a une mèche de cheveux, et me faisant cette réflexion, je me suis dit tiens bah, voilà, c'est peut-être ça la base pour partir, pour le transformer, pour le faire mon cow-boy. Donc c'est comme ça que je l'ai mis en place. Une manière pour toi de transparaître directement dans l'univers de Lucky Luke. C'est ça. Je voulais pas aller moi. Tu vas vers elle. Voilà, c'est ça. C'était pas moi qui allais vers Lucky Luke, mais Lucky Luke qui venait vers moi. Et finalement, j'ai fait ça de façon assez instinctive parce que c'est vraiment au tout début, la toute première discussion que j'ai eue avec Dargaud. Aussitôt après, j'ai fait ce dessin-là, non pas pour chercher le personnage, mais plutôt pour leur montrer comment j'aurais fait. J'aurais fait s'il disait oui, si c'est arrivé, mais je l'ai vraiment pas fait en me disant tiens ça va être l'album, les pages, etc. Et tant mieux parce que du coup j'y suis vraiment allé au feeling. J'ai pas, si ça avait été une commande, si ça se trouve, j'aurais pris le truc autrement et j'aurais peut-être rouvert des Lucky Luke pour recopier. Et heureusement j'ai pas fait ça parce que c'est justement l'intérêt, c'était que ça ressemble pas à la série principale et vraiment que ce soit différent. Et justement, c'est plutôt réussi, il faut le dire, puisque c'est tout au long de l'album, ça transparaît comme quelque chose de frais, d'honnête, de spontané, le tout entouré avec beaucoup d'amour pour l'univers et la BD même en général, et même le cinéma d'ailleurs, puisqu'il y a énormément de références, ne serait-ce que dans des cadrages, le scénario et ce genre de choses. Est-ce que c'est justement, t'as eu aucun moment en travaillant sur ce projet où tu t'es dit, tiens là je vais peut-être choquer des personnes, je vais peut-être devoir un peu me restreindre sur tel ou tel point, ou est-ce que c'était vraiment... Bah si, je me suis évidemment dit que j'allais choquer des personnes, puisqu'en case 4, je tue Lucky Luke, donc forcément ça choque. Mais c'était de la provocation. C'était donc intentionnel, page 4. Ouais, bah oui, aussitôt le faire mourir ou le montrer mort, et en plus mort salement, quoi, allongé, la tronche dans la boue, vraiment dans la pose la plus... la plus nulle de la mort, quoi. C'est de la provocation, mais c'était aussi le jeu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais de la liberté, je voulais en user de ma liberté. Et puis j'avais ce personnage tellement emblématique que j'ai voulu rendre humain. Donc un humain, ça meurt. Donc ce cow-boy qui fait des duels à répétition, il y a peut-être un jour où ce sera le dernier. Généralement, dans la vie des cow-boys et ce qu'on connaît sur le mythe de l'Ouest, les stars du flingue, ils finissent par mourir par balle, puisqu'il y a toujours un moment où il y a un plus fort que lui. Et d'ailleurs, c'est de la thématique sur quelques films de western. On voit le rapport du héros à la violence et le rapport à la jeunesse qui arrive et qui vient lui prendre sa place, parce qu'il y aura toujours un meilleur que lui. Ça faisait partie de... À partir du moment où je mettais Lucky Luke en scène avec une réalité, je dirais, humaine, il y avait la possibilité qu'il meure. Et donc, c'était aussi un moyen pour moi d'affirmer aussitôt que mon personnage était un être humain. Voilà.
Et justement, il a des doutes dans cet album. Ouais, il a des doutes. Liés par exemple au tabac, là, un sort qui s'acharne contre lui. C'était ton point d'ancrage pour te dire je vais déstabiliser le personnage à partir de cet élément-là qui est mythique et intégré dans le design, puisque tu le disais quand tu le dessinais, c'était clope au bec. Est-ce que tu t'es tout de suite dit je vais partir sur ce point pour après l'émailler et creuser Ouais, en fait, ce qui est arrivé dans le processus de création, c'est que la première chose qui s'est mis en place, c'est le dessin du personnage, mais j'avais pas d'histoire. Et donc, quand Dargo m'a dit oui, ok, on va le faire, et tu vas faire ce Lucky Luke, maintenant il fallait que je cherche des idées. Et j'avais aucune idée. Alors, ne sachant pas trop où j'allais, j'ai voulu commencer à sonder un peu le terrain et savoir jusqu'où je pouvais aller, justement au niveau de ma liberté. Et la première question, c'était est-ce que je peux le faire fumer ? Parce que si c'est ma vision de Lucky Luke, pour moi Lucky Luke est un fumeur, donc je voulais le faire fumer. Ils m'ont dit non, ça tu peux pas, c'est l'interdit, c'est pas possible, fais autre chose, tu peux faire tout ce que tu veux mais pas ça. Et alors ça m'a paru pas innocent d'avoir posé cette question-là, uniquement celle-là. Du coup je me suis dit plutôt que d'en faire une contrainte, je vais en faire mon sujet. Et parce que ça avait du sens par rapport à la série. Quand Lucky Luke s'est arrêté de fumer, ça a été vraiment... il s'est passé quelque chose, quoi. C'était important et la série a pris un vrai tournant à ce moment-là. Et donc de raconter, je me suis dit tiens, je vais raconter pourquoi il arrête de fumer, en sachant très bien que c'était probablement impossible. Donc qu'est-ce qui fait qu'un cow-boy arrête de fumer? C'était ma grosse question. Alors je me suis amusé avec ça parce que moi j'ai arrêté de fumer après 15 ans de cigarettes, donc j'étais un assez gros fumeur. Et ça a été très dur et je me suis senti pas toujours dans mon état normal. Et après, en poussant un peu la réflexion, je me suis dit mais si Lucky Luke arrête de fumer, peut-être qu'il va être un peu moins phlegmatique, peut-être qu'il va se mettre un peu à trembler et peut-être que sur son piédestal il va commencer un peu à vaciller. Et donc ça, j'ai trouvé que ça pouvait être une entrée dans l'histoire assez marrante et que je trouvais intéressante. Alors du coup après les idées se sont greffées là-dessus et parfois le tabac me sert le manque de tabac sur le personnage me sert à faire rigoler, quoi. Lucky Luke en manque, qui cherche à fumer, ça fait des situations un peu marrantes comme ça. Et puis d'autres fois c'est plutôt il est en danger, il se met à trembler et c'est peut-être aujourd'hui la dernière fois qu'il va pouvoir gagner un duel, quoi. Oui, et puis c'est tout au long, vraiment. Il y a un peu une espèce de morale derrière, comme si justement, toi, le fait, tu viens de le dire, tu avais arrêté de fumer, c'était vraiment quelque chose, même pour les autres, c'est un message aux autres, de leur dire, il faut passer à autre chose, quoi. Oui, alors la morale, je fais pas de la morale sur ceux qui fument, qui arrêtent de fumer. Enfin, non, c'est un message. C'est un message. Mais la réflexion que je fais autour de ça, c'est ce que dit son copain Doc Wednesday dans l'album. C'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est d'être un héros. Qu'est-ce que c'est une personnalité importante comme ça, un exemple dans l'Ouest, et quelle responsabilité ça implique. Et je voulais faire réfléchir Lucky Luke justement sur la responsabilité qu'il a. Alors par transposition, on peut penser aussi que je dis la même chose à Maurice, ton personnage, ta série et la responsabilité que tu as envers ton public, ou que moi en tant qu'auteur je me pose ces questions-là quand je mets en scène un personnage, quand je mets en scène le 6e album d'une série, j'ai une exigence, j'ai une responsabilité, je dois rester dans la qualité, je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon personnage, et si c'est un héros, les gens en ont besoin autant que moi, et il faut qu'il soit, faut que je m'en occupe bien, quoi. Il y a des choses comme ça. En bonne santé, ouais, en bonne santé. Tu parlais justement de prendre soin et de prendre le temps justement de voir le message que tu dégageais au lectorat ou les responsabilités d'une série. Dans L'homme qui tue Lucky Luke, on a vraiment l'impression au niveau de la famille du shérif qu'il y a ce choc générationnel qui est mis en ligne de mire et qu'il y a un message d'espoir derrière en disant que tout n'est pas perdu d'avance, puisque le grand frère qu'on peut croire impliqué dans certaines magouilles est finalement le plus humain de tous, et c'est lui peut-être le héros du quotidien en face duquel Lucky Luke doit se confronter. Ouais. Je suis content de cette remarque parce qu'effectivement, t'as vu juste, il y a un truc qui m'interpellait. Alors dans le scénario en général, dans l'écriture d'une histoire, quelque chose qui m'interpelle, c'est la place de chaque personnage. Il y a les gentils, il y a les méchants, il y a les moyens gentils, les moyens méchants, mais quand on prend la place de chaque personnage, on se rend compte que chacun a un enjeu, une raison d'être là, des intérêts, et va réagir différemment en fonction de chaque situation. Et parfois, il y en a qui font des conneries. Parfois, il y en a qui voient juste.
et le chemin de chacun, le destin de chacun est vraiment individuel et séparé de l'histoire. Donc j'aime bien quand j'écris revérifier après chaque point de vue. Je me dis lui il a fait ça pour quelle raison, etc. Et dans cette histoire de Lucky Luke, un truc qui m'a vraiment emporté à un moment quand j'ai mis le doigt dessus, c'est pourquoi les frères ont fait ça. Pourquoi ils se sont comportés comme ça, et je pouvais pas imaginer que eux ils soient les méchants et qu'ils assument d'être méchants. Ils n'ont pas fait ça pour être méchants, c'est des gens normaux qui ont fait une connerie. Alors ils se comportent de façon méchante au début parce qu'ils ont envie que Lucky Luke mette pas trop le nez dans leurs affaires, parce qu'ils ont fait une connerie, ils le savent, et ils aimeraient surtout que personne ne le sache. Ils aimeraient enterrer la vérité comme ça, mais ils n'ont pas fait ça pour des mauvaises raisons. Et c'est ça qui m'intéressait, notamment moi. Ça a à voir avec mon histoire personnelle, puisque j'ai mis en scène mes 3 frères. On est 4 garçons dans la famille, donc moi je suis pas en scène dans cet album, mais mes 3 frères le sont. Et par transposition, je voulais que ces frères ressemblent aux miens, mais la conclusion vient aussi sur la façon qu'ils ont de se comporter avec leur petit frère, et qui est la même relation que nous les grands frères on a avec notre petit frère. Parce qu'il y a des questions. Moi j'ai un jeune frère qui est handicapé, et donc bizarrement, enfin non pas bizarrement non, parce que c'est souvent le cas, mais du coup on s'est vachement soudés entre frères autour de lui, et il y a beaucoup de questions qui par période. Il y a différentes questions: quand il était bébé, quand il était ado, maintenant qu'il est adulte, et puis un jour où mes parents seront plus là, le rôle des frères dans cette fratrie et dans la façon de gérer ce petit frère. Et ça m'a amusé de mettre en scène mes frères dans ces situations, pour ensuite montrer que ce qu'ils avaient fait ça, c'était pour le protéger et pour lui proposer un futur agréable, quoi. C'est exactement ça, effectivement. C'est vraiment très sincère du coup dans l'album, puisque ça se ressent. Ouais, j'ai mis beaucoup de moi, c'est-à-dire que c'était amusant de prendre un mythe comme ça, de le décortiquer, de raconter vraiment une histoire de Lucky Luke, mais d'y mettre des trucs à moi. Et comme ça, j'ai pu mettre un peu, habiter le truc, j'ai l'impression, à la fois du côté de Lucky Luke, qu'un personnage que j'aime beaucoup, mais aussi du côté des méchants. Il y a aussi un personnage qui compte beaucoup dans cette histoire pour moi, c'est le personnage de Laura Legs, qui est le personnage féminin. Qui elle vient du coup de la mythologie. Ouais, elle vient de la mythologie de l'Ouest. Elle vient elle est une espèce d'archétype de la femme de l'Ouest. Donc on peut voir dans certains films. Et c'est un personnage emblématique des personnages féminins que rencontre Lucky Luke dans la série principale. Il y en a un que j'ai choisi, qui est Laura Legs, parce qu'elle se démarque un peu des autres, parce qu'elle dans le Grand-Duc, elle a un nom vraiment, elle a un petit rôle, et donc elle émerge, je dirais, par rapport à toutes ces femmes anonymes que croise Lucky Luke. Mais dans mon histoire, elle sert de curseur, et elle dit au lecteur régulièrement, comme elle le dit à Lucky Luke: attention, il n'y a pas les gentils et les méchants, c'est pas si manichéen que ça, jusqu'à la fin. Et en plus à la fin, elle me permet de terminer sur une happy end. En fait, la happy end, c'est elle, c'est-à-dire que si mes personnages sont méchants et qu'on se rend compte qu'en fait ils ont fait ça et que c'est des gens bien, elle propose justement derrière la liberté, de même que Lucky Luke a déclenché la parole et leur a autorisé d'être libre, puisqu'il fait la vérité. Elle, derrière, elle représente un destin et un futur super agréable. Bien qu'en plus, qu'elle est belle, ils auraient tort de s'en priver, quoi. C'est un peu la voie de la sagesse, donc. Alors, juste... Oui, voilà. Il y a également ce petit hommage à Maurice, très personnel, je trouve, avec un petit mot destiné à lui, avec une fin typique de Lucky Luke. En partant du format one-shot, justement, de cet hommage, tu as mis beaucoup de choses de toi. Est-ce que si jamais tu étais amené un jour à retravailler sur ce genre de projet, est-ce que tu aborderais le scénario et le dessin, puisque tu te charges de tout, il faut le rappeler, de la même manière, ou est-ce que tu chercherais à te renouveler encore une nouvelle fois sur le personnage de Lucky Luke, et proposer une autre vision un peu différente de ce que tu as fait? Si jamais, alors il y a 2 questions dans ta question. Donc la première, c'est l'hommage à Maurice et cette épitaphe qu'il y a sur une croix dans le cimetière. Il y a un drôle de truc qui s'est passé, parce que depuis quelques années, étant auteur, il m'est arrivé plein de fois de croiser d'autres auteurs, et parfois des prestigieux, et parfois
encore plus émouvants ceux que j'avais admirés étant petit. Donc j'ai croisé Derib il n'y a pas très longtemps, j'ai croisé Coset, j'ai déjà serré la main à Giraud. Enfin, c'est vraiment un des trucs d'être dans ce métier-là. C'est quelque chose qui m'a vraiment, pour ce truc-là, fait vachement plaisir. Mais il y en a un que j'ai jamais croisé, c'est Maurice. Et donc, en prenant conscience qu'on peut croiser des auteurs, leur serrer la main, passer un moment avec eux, je regrette ce moment que j'ai pas pu vivre avec Maurice. Et donc, faire Lucky Luke en pensant à lui, en pensant à tout cet héritage qui m'avait passé alors que je l'ai jamais serré la main, c'était quelque chose qui m'a pas mal troublé. Et j'avais l'impression comme ça, de façon presque mystique, d'entrer en communication. Non, c'est ailleurs, c'est bizarre, mais ouais, en communication avec lui. Et donc, le seul truc que j'ai pu mettre à un moment, c'est lui dire... Sur la tombe, la prochaine fois qu'on va se voir, si un jour on se voit, ce sera de l'autre côté du miroir. Hein. Donc j'espère qu'on pourra se croiser sur la grande prairie. C'est ça que j'avais mis. À l'anglaise, évidemment. Mais où est-ce que tu disais sur un éventuel tome 2, il n'est pas question d'un tome 2 pour l'instant. Donc ça, c'est des décisions qui appartiennent à l'éditeur, qui sont sans doute liées beaucoup à la politique éditoriale qu'ils vont appliquer aux albums hommages, et puis également aux chiffres de vente. Donc ça va dépendre, ça dépend pas du tout de moi. Donc un éventuel tome 2, il n'en est pas question, mais c'est vrai que si je devais commencer à réfléchir, je pense qu'au niveau dessin, je changerais pas forcément, puisque je reste dans mon dessin sur celui-là, je resterai dans mon dessin sur un éventuel prochain, bon soit. Mais ce qui est sûr, c'est que la question va se poser de la même façon que pour le premier, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais attraper du mythe, qu'est-ce que je vais attraper de cette histoire pour creuser quelque chose. Là, d'avoir choisi de parler de l'arrêt de la cigarette, ça permet d'avoir une accroche et d'aller combler un trou de scénario sur la série principale. Je sais pas, il y a peut-être pas d'autres trous de scénario, il y a peut-être d'autres jeux à faire que remplir un trou, je sais pas encore. Voilà. Et puis on m'a pas encore posé la question, donc surtout, ça reste que de l'hypothèse. Bien sûr. Voilà. Y a deux personnes, enfin il y a bien plus de personnages emblématiques qu'on ne voit pas forcément dans ce tome. Il y en a un en particulier, Joey Jumper, qui est dépersonnifié en fait, quasiment. Ouais. C'était un choix important de ta part, ou c'est qu'il y a déjà une grande histoire à raconter et tu ne pouvais pas laisser de place Il y a, alors dépersonnifié, c'est un mot un peu fort parce que j'ai quand même essayé de lui donner un peu de place. Oui, il a sa personnalité animale vraiment. Voilà, mais à partir du moment où je suis dans un style semi-réaliste, je voulais être un peu cohérent entre le visuel et le réel, quoi. Et ce que je pouvais, j'aurais pas pu mettre une bulle qui parle au-dessus de Joey Jumper, ça aurait fait trop bizarre. Joey Jumper dans la série principale, il se met à parler qu'au tome 16, et puis il parle pas à Lucky Luke, il se parle à lui-même et il parle aux autres chevaux. Donc il fait souvent des super bonnes blagues. Mais il y a un truc qui est réel et que j'utilise quand même, c'est que les cow-boys en général, ils ont une relation avec leur monture qui est assez intime, ils sont très proches, c'est vraiment des amis des animaux, quoi. C'est très rare d'avoir des cow-boys brutaux avec leurs animaux, et le cow-boy et sa monture sont très proches. Donc là, j'ai fait en sorte que Lucky Luke et Joey Jumper se comprennent, ont une façon de dialoguer entre eux que nous lecteurs on comprend pas, mais qui est leur truc à eux. Donc à un moment, Lucky Luke croit entendre une remarque de Joey Jumper, il dit oui tu as raison, et puis Joey Jumper répond en hennissant, et puis à un autre moment Joey Jumper intervient, il se fait cracher sur le sabot, il réplique un peu à la Capitaine Haddock, mais je voulais montrer que ce cheval et ce cavalier sont quand même proches. Alors ils discutent pas, Joey Jumper parle pas, mais de la même façon, j'ai pas voulu mettre non plus en scène les Dalton, j'ai pas voulu mettre en scène Rantanplan. Ils sont évoqués les Dalton à un moment dans le tome, non? Alors il y a un moment où il y a un gamin qui dit à Lucky Luke, vous avez tué les cousins Dalton. Et c'est vrai, dans les tout premiers albums de Lucky Luke tue, malgré la censure qui fait que dans les albums on voit pas ça, les cases ont été changées, etc. Mais nous en tant que lecteurs, quand on le lit, on perçoit, on a l'impression que vraiment, on voit même les 4 tombes avec les chapeaux, enfin, donc les cousins Dalton se sont fait tuer par Lucky Luke, et il y a un gamin qui court après son cheval et qui lui dit alors vous avez tué les cousins Dalton ou vous avez tué Fil de Sphère, et lui répond c'est mal de tuer, parce qu'à partir de ce moment-là effectivement il a arrêté de tuer, et c'est quelque chose qui visiblement en lui n'est pas, c'est pas un truc qui fait plaisir. Mais donc j'ai pas mis en scène les Dalton, j'ai pas mis en scène Rantanplan, parce qu'il y a aussi des choses qui appartiennent à la partie humoristique de la série que j'ai un peu mis de côté. Mais les Dalton en plus, il y a un problème graphiquement, c'est qu'ils peuvent pas sortir de leur graphisme. Ils sont
c'est des schémas. Ils sont en escalier de profil, ils sont en échelle de face, ils sont rayés, ils ont tous la même tronche, alors que c'est pas forcément des quadruplés. Et ils sont symboliques. D'ailleurs, c'est super drôle, hein, mais ça, je pouvais pas le transposer en leur mettant des tronches différentes et en leur donnant une forme humaine. Quand c'est la seule fois que j'ai vu ça, c'était pour un film qui était une catastrophe. Donc, je voulais surtout pas faire ça. Et puis, pour Rantanplan, c'est un peu la même chose. Rantanplan, c'est au départ la satire de Rintintin, qui est un berger allemand, mais là il en fait un chien super débile alors que l'autre était un chien super intelligent. C'est hyper marrant. Mais alors si moi je redessine Rantanplan avec des traits de chien berger allemand, à ce moment-là je suis à l'envers, quoi. Je suis pas juste avec ça. Oui, effectivement, je vois bien. Ouais. Il y avait un autre point sur lequel je voulais revenir, ça y est, je viens de le perdre, ça va me revenir. C'était au niveau des personnages. Oui, c'est ça, Lucky Luke est beaucoup plus cynique dans ce tome. Je trouve qu'il a un humour beaucoup plus froid, distant. On le sent un peu sur ses nerfs. Et il a un humour qui fait mouche d'une autre manière. Il est beaucoup plus piquant que dans d'autres albums, je trouve. Et c'est ta patte, justement, c'est ta vision du personnage, ou ça s'est fait comme ça dans l'écriture, le style semi-réaliste, justement, qui vient influencer ça. Il y a plusieurs choses qui effectivement donnent cette tendance. D'abord, j'ai voulu que Lucky Luke soit un vrai cow-boy. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à m'inspirer plutôt de ce qu'il est dans les premiers albums. Je dirais jusqu'aux premiers albums de Goscinny. Lucky Luke, c'est vraiment un dur. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans cette période, il a beaucoup changé. Il a été très rond, puis très allongé, puis les chevaux aussi ont beaucoup bougé dans le dessin de Maurice. Mais lui, son tempérament était quand même un sacré dur à cuire. Et puis, là, en plus, ce qui se passe dans cet album, c'est que il arrive, il a déjà un manque de tabac. Et donc ça le rend un peu dur. Ça le rend un peu fébrile, un peu moins patient d'habitude. Alors qu'effectivement, dans les albums, on le voit très flegmatique et plutôt à la cool. Bon, là, effectivement, il n'est pas très impressionné par ce qui se passe autour de lui, mais il est quand même un peu plus tendu que d'habitude. Ouais. Mais ça vient du tabac, principalement. Oui, voilà. Sur les nerfs. Voilà. Très bien. Bah, au niveau de Lucky Luke, encore une fois, nous, on a trouvé ça très bon. On le conseille à beaucoup de monde. Mais toi, maintenant, on imagine que c'est un projet qui t'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Quelle va être la suite pour toi? Quels sont aussi, d'ailleurs ça fait encore une fois 2 questions en une, je suis désolé, quels sont justement les titres que tu veux, sur lesquels tu veux te pencher, que tu n'as peut-être pas eu le temps de découvrir justement pendant cette période de production qui pourrait t'intéresser en termes de bande dessinée? Tu veux dire un titre à lire ou un titre à lire, ouais. Ouais. Alors, la question c'est qu'est-ce que je vais faire après? J'ai en train de mettre en route l'après, puisque souvent en bande dessinée, faut quand même un peu anticiper parce que les albums sont longs à faire, donc je peux pas rester trop longtemps sans avoir des pages à faire. Donc j'ai prévu de faire le prochain Esteban, donc le tome 6, mais j'ai également d'autres projets dans les tuyaux, donc tout ça, il y a des petits embouteillages devant moi, il faut que je fasse un peu le tri parce que les albums, malheureusement, je mets longtemps à les faire. Et donc si j'en prévois trop à l'avance, je bloque complètement le futur. Si j'en prévois pas, c'est la panique, donc je suis toujours à me demander qu'est-ce que je fais passer en premier, est-ce que je vais devoir renoncer à quelque chose, et à chaque fois de façon douloureuse. Donc pour l'instant, je suis vraiment sur Esteban, et puis d'autres choses se mettent en place. Voilà. Pour les albums que j'ai lus récemment, je sais pas quoi vous dire, il y a là qu'est-ce que j'ai lu récemment qui m'a j'ai découvert les reprises de Mickey par Causet et puis par Trondheim et Karamidas que j'ai trouvé très bien. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Catharsis de Luz que j'ai trouvé très fort. J'ai lu le prochain album de Catherine Meurice en avance puisque je la connais bien et je l'ai trouvé excellent, donc je vous le recommande pour partir la semaine prochaine. Et puis il y a un peu ce qui sort en ce moment. Je regarde un peu toujours, mais j'ai pas d'idées comme ça qui me viennent en plus. Il y a des auteurs que tu suis en particulier? Les auteurs que je suis en particulier, c'est je regarde un peu toujours tout ce qui se fait, mais je vais pas hyper souvent en librairie, donc je scrute comme ça, et il y a pas mal d'auteurs que je suis. Je suis très attentif évidemment aux productions d'un mec comme Blutch, un autre comme Christophe Blain, un autre comme Frédéric Peters. Ces gars-là, ils m'apportent beaucoup quand je regarde leurs bouquins. C'est super intéressant. J'imagine, effectivement. Et puis surtout, ça nourrit en plus, c'est dans Lutch notamment. En plus, c'est 3 mecs qui font du western. Voilà, alors, Peters, il s'y met récemment pour notre grand plaisir, mais Blutch et Blain, c'est des sacrés dessinateurs de cow-boys. Ça, c'est vrai. Et juste une dernière question, justement, pour revenir sur cet amour pour le western. Quels sont pour toi les piliers qui t'ont construit cette culture, justement, et le sens même du découpage de tes cases, qui sont vraiment très typiques au film de western, je trouve.
Est-ce qu'il y a des piliers que tu te refais de temps en temps ou Oui, il y a des grands classiques. Alors il y a tous les films que j'ai pas vus aussi, et malheureusement ils sont très nombreux. Il y en a plein, et je sais que j'ai plein de films encore à voir, donc je les note, et puis un jour je les verrai. Mais ceux sur lesquels je reviens le plus souvent, c'est quand même John Ford. Il y a un film que j'ai vu à l'user jusqu'à la corde, c'est Impitoyable aussi, de Clint Eastwood. Il y a des films que je vois, que je revois. 3h10 pour Yuma de Delmore Daves, que j'ai vu et revu plusieurs fois. C'est des films qui ont une photo toute particulière. Un mec comme Ford, il a la super tendance de mettre énormément de ciel, ce qui donne vachement de profondeur à ses plans. Delmore Daves, il a toujours une photo super schématique, avec des trouvailles de cadrage, des travelling de caméra super savants, et des jeux d'acteurs dans 3h10 pour Yuma. Là, le jeu des acteurs, il est incroyable, et il y a des plans super bien trouvés. Et ça, par exemple, un film comme Mad Darling Clementine de John Ford, je l'ai recopié des plans. Je faisais des arrêts sur image, je recopiais en croquis, essayer de comprendre des trucs de compo, des axes, des masses, comment dans ce format unique, qui en plus est un format 4/3, parce qu'il n'y avait pas encore le cinémascope à cette époque-là, il était vraiment dans un format presque carré, comment avec ce format qui en plus ressemble au format des cases dans mon Texas Cowboy, j'ai à peu près la même proportion. Comment il arrive à donner autant de profondeur, comment il arrive à mettre un petit personnage aussi petit et qu'on identifie tellement sa présence. Donc visuellement c'est des grands, quoi. Vraiment, je m'en inspire beaucoup. Et si jamais l'occasion se présente, un jour, c'est d'écrire un scénario pour un film ou un court-métrage de western, c'est quelque chose qui pourrait te plaire? Ça me plairait carrément, mais c'est vrai que je sais pas la tendance que j'ai, je vais pas spontanément vers ça. J'ai quand même une écriture qui est quand même vachement adaptée à l'écriture en bande dessinée, puisque en fait quand j'écris déjà sous forme de storyboard. Donc à la réal, du coup, au pire. Il faudrait à ce moment-là que j'écrive une histoire en ayant toujours qu'avec des plans fixes. Mais pourquoi pas, ce serait avec plaisir. Mais simplement faire un western en France, je vous dis pas quoi. Si ça n'arrive pas, c'est parce que je crois que c'est la limite de l'impossible. Donc il y a ça, mais déjà même les Américains, ils hésitent à faire encore des westerns. Donc il y en a 1 ou 2 par an qui sortent, parfois 3 quand c'est Tarantino qui s'y colle, mais c'est quand même c'est un genre qui bizarrement au cinéma n'a pas la même vie qu'il peut avoir en bande dessinée, qui est régulièrement remis sur le devant, et les auteurs portent ce genre vraiment avec vachement de volonté. Et, bon, après c'est pas le même budget, faire un album de bande dessinée ou faire un film. En BD on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut faire des figurants, faire galoper 200 chevaux mais ça c'est des... Et puis reconstituer une ville pour faire un western, je veux dire, on va pas tourner ça à la mer de sable quand même. Un peu... Même Tarantino, c'est une maison dans la neige. T'as vu le film du coup, j'imagine? De Hateful Eight. Non, je l'ai pas vu celui-là. Ah non? Non, j'ai pas vu celui-là. On va éviter d'en parler alors. Ouais. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Non mais de rien. Ce fut un plaisir. Et puis on continuera de suivre l'actualité de Lucky Luke, et on lui souhaite surtout tout le succès qu'il mérite. C'est gentil. Ça fonctionne plutôt bien pour le moment, donc on espère que ça dure. Ouais, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.